Tout pas en avant mérite d'être pris en compte et on doit se féliciter qu'il y ait possibilité d'une reprise de contact direct entre les Israéliens et les Palestiniens. Toutefois, il n'y a strictement aucun élément qui puisse nous rendre très optimistes sur l'issue de cette reprise des négociations, puisque tout le monde a bien saisi que M. Netanyahou, le Premier ministre israélien, avait accepté d'initier ce nouveau processus de négociation sans faire aucune concession. On se rappelle très bien que l'administration Obama, il y a quelques mois, avait exigé de lui, comme préalable à l'ouverture de ces négociations, qu'il y ait par exemple un gel réel, effectif, de la colonisation. Cela ne fut pas le cas, et donc M. Netanyahou arrive à ces négociations tout en continuant une politique systématique de colonisation de la Cisjordanie. Voilà un exemple pour lequel on constate que le rapport de force entre Israéliens et Palestiniens est totalement défavorable aux Palestiniens, puisque dans le même temps, Mahmoud Abbas, le responsable président palestinien, arrive lui dans une situation politique assez problématique et qui n'est pas capable de lutter à armes égales avec son interlocuteur israélien. Et ce qui est grave, c'est que les États-Unis, l'administration Obama, n'ont pas été en situation de faire valoir leurs exigences auprès de Netanyahou, et on a l'impression que M. Obama est plus un maître de cérémonie assez inefficace que quelqu'un qui pourra réellement fluidifier cette reprise des négociations. Donc il n'y a aucune raison d'être optimiste. Et puis il y a un deuxième facteur très important et qui a été assez peu souligné ces dernières heures ou ces derniers jours, c'est que pour faire la paix, il faut envisager de rassembler toutes les parties au conflit. Or, pour la partie palestinienne, le Hamas n'a pas été invité, puisque caractérisé comme organisation terroriste par un certain nombre d'acteurs de la scène internationale, dont les États-Unis, dont bien sûr les Israéliens, et qu'on aime, qu'on apprécie ou qu'on critique ou condamne les actions du Hamas, il n'empêche que si le Hamas est parti au problème, il est aussi parti à la solution, et qu'il est tout à fait illusoire de considérer que la question israélo-palestinienne pourrait être réglée sans la participation effective du Hamas à ce processus. Le fait qu'il soit absent est aussi un indicateur assez négatif de la possibilité de voir aboutir positivement et constructivement cette reprise des négociations directes, mais malgré toutes ces réserves, vaut mieux que les parties en présence se rencontrent, même si ce ne sont pas toutes les parties, plutôt que la non-discussion, la non-rencontre qui avait prévalu depuis plusieurs mois. Dans l'hypothèse la plus favorable et la plus optimiste, où nous parvenions à un accord de compromis entre les Israéliens et les Palestiniens, et si ce compromis est acceptable, alors évidemment, la population palestinienne soutiendrait le compromis en question, l'hypothétique compromis en question. La question est de savoir quelle serait la teneur de ce compromis. Parce que les Palestiniens, la population palestinienne, notamment en Cisjordanie, ce qu'elle constate, c'est que depuis les accords d'Oslo de 1993, il y a donc 17 ans, c'est que cette situation concrète, matérielle, quotidienne s'est dégradée. Nous savons par exemple que le produit intérieur brut par Palestinien est aujourd'hui inférieur de 30% par rapport à ce qu'il était en l'an 2000, au début de la deuxième intifada. Dans ces conditions, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un profond scepticisme de la part des Palestiniens de la possibilité de Mahmoud Abbas de faire aboutir positivement ces négociations. Toutefois, si enfin il y avait un arrêt de la colonisation, si enfin il y avait démantèlement des dizaines, des centaines de checkpoints qui quadrillent le territoire en Cisjordanie, si enfin il y avait cessation du blocus de Gaza, si enfin il y avait la délimitation de frontières permettant à un État palestinien viable de se constituer, si enfin la question de Jérusalem était réglée, alors évidemment, il y aurait un soutien des Palestiniens à ce compromis, ce processus et cette solution politique réclamée depuis des décennies. Mais nul ne sait à ce jour si nous parviendrons à un compromis digne de ce nom, et il est vrai que le centre de gravité politique du gouvernement israélien actuellement n'est pas favorable à ce type de compromis. Donc je ne peux répondre oui ou non.
Cela dépendra du contenu du compromis pour savoir si les Palestiniens soutiendront celui-ci dans l'hypothèse où il puisse être conclu, ce qui n'est pas donné à ce jour. Jamais personne n'est condamné à n'être que spectateur. Jamais dans l'histoire des relations internationales. C'est une question de volonté politique, c'est une question de ligne politique. Et là, il y a pour le moins un paradoxe qui n'est certes pas nouveau, c'est que l'Union européenne est à la fois une structure qui économiquement est assez forte, au-delà des turbulences de la crise économique mondiale. C'est aussi une entité politique qui aide largement les Palestiniens, car sans l'aide européenne, il est évident que la situation des Palestiniens serait encore plus désastreuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et en même temps, c'est le constat classique, nous n'arrivons pas, quand je dis nous, c'est l'Union européenne pris collectivement, à nous imposer comme interlocuteur et force de proposition politique sur le champ israélo-palestinien. C'est une question de volonté. Il est évident que les Européens aujourd'hui piétinent, sont incapables ou ne sont pas en situation de faire des propositions parce qu'ils n'en ont pas la volonté, pour une raison malheureusement très simple, c'est qu'il n'y a pas une politique extérieure européenne unifiée. C'est qu'en réalité, il y a 27 politiques extérieures et qu'il y a presque 27 positions différentes sur la question israélo-palestinienne, au-delà des déclarations générales des responsables européens et des résolutions des conseils européens successifs, qui existent, et tant mieux, faut-il s'appuyer sur eux, mais en même temps, nous comprenons bien qu'au sein de l'Union européenne, certains États seraient plutôt dans une ligne de soutien aux revendications palestiniennes, alors que d'autres États sont plutôt des soutiens acritiques à l'État d'Israël. Dans ces conditions, il est difficile de parvenir à un compromis intra-européen, et c'est la raison fondamentale pour laquelle l'Union européenne, à ce stade, aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas définitif, mais est incapable de peser politiquement. Et quand on regarde les photos ou les reportages concernant la relance de ce processus des négociations d'hier, il y a effectivement un grand absent, c'est l'Union européenne, alors que, outre les États-Unis et les parties israélo-palestiniennes présentes, il y avait un certain nombre de responsables du monde arabe qui étaient présents, aucun responsable européen de haut niveau. C'est assez catastrophique, c'est un constat d'échec pour la diplomatie européenne. Ceci étant, rien n'est jamais définitivement perdu. On peut souhaiter et espérer qu'il y ait un sursaut de cette diplomatie européenne qui puisse nous mettre en situation de faire des propositions concrètes et donc de peser positivement pour la résolution de ce conflit.